qu'est-ce que vous pensez donc justement de ce positionnement dans la cartographie et le positionnement peut-être que pourraient davantage prendre les autres États africains dans les jours, les semaines ou les mois à venir? J'ai eu, il n'y a pas longtemps, l'occasion d'expliquer qu'il y a des chefs d'État africains qui avaient du courage politique, qui l'ont souvent payé de leur vie, malheureusement. On se rappelle de Lumumba, on se rappelle évidemment de Sankara, on se rappelle du Kadhafi, le regretté Kadhafi, on se rappelle de beaucoup d'hommes qui ont redressé le visage face à un Occident arrogant, et je parle du terme arrogant à destin, parce qu'on va en parler, et qui ont fini par le payer de leur vie. Combien de chefs d'État africains ont été assassinés? Combien ont subi, directement ou indirectement, des déstabilisations extérieures? Eh bien, tout cela, aujourd'hui, change parce qu'il y a une alternative possible. On n'est plus sur une rupture Est-Ouest de type idéologie contre capitalisme, contre soviétisme ou communisme. On n'est plus sur le schéma de pensée planification contre soi-disant ultralibéralisme. Non, on est passé à autre chose parce qu'aujourd'hui, la Russie a changé de modèle économique, c'est un modèle un peu plus viable. Et en même temps, l'ultralibéralisme a fait ses preuves pendant 30 ou 35 ans de la catastrophe qui pouvait conduire ces différentes crises cycliques. Et les Africains, aujourd'hui, les chefs d'État africains, qui certains ont été de grands lâches, il ne faut pas l'oublier, se voient enfin peut-être enfin gratifiés de se dire je dois rentrer dans l'histoire par le haut en prenant enfin acte du tournant historique qui est en train de se produire. Donc, je ne vais pas donner de nom des plus lâches, mais certains ont été très lâches, mais sont capables de dire aujourd'hui nous allons nous allier avec la Russie, nous allons discuter avec les Russes, nous ne les condamnerons pas, nous n'acceptons plus les ordres donnés par l'Occident parce qu'on en a marre et parce que je me mets à la place d'un homme à la chef d'État africain. Alors, quand je parle de lâcheté, c'est vrai que c'est difficile d'être courageux quand on a le risque de se faire assassiner à chaque fois par des barbouzes. Hein. On se souvient de Bob Denard et toute sa troupe de criminels. Eh bien, aujourd'hui, la sécurité, on l'a vu avec ce qui s'est passé à Touadéra, il a échappé plusieurs fois à la mort parce que les équipes qui l'entourent sont bien formées et que les Russes étaient là aux aguets pour faire attention. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est combien de chefs d'État vont basculer dans le camp de l'anti-impérialisme? Parce que la question n'est pas de savoir s'ils sont pro-russes, on n'est pas là, puisqu'ils vont être pro-chinois de ce point de vue-là aussi. On peut aller loin, ils peuvent être pro-iraniens, ils peuvent être pro-algériens, tout simplement. Non, la question est de savoir combien de chefs d'État vont basculer du côté du camp qui leur sera le plus profitable, qui sera le moins invasif et le moins dangereux pour leur pays, qui profitera à leur population. Parce qu'un chef d'État africain, même le dernier des corrompus, j'ose espérer qu'il a quand même à cœur peut-être de laisser un nom un peu plus neuf dans l'histoire que l'avait fait Mobutu, par exemple. Donc c'est vrai que ce genre de profil peut changer. La France commence à s'inquiéter de cela parce qu'évidemment, elle a fait ses preuves pendant 60 ans de sa gestion indirecte de l'Afrique du franc CFA, donc la catastrophe africaine, de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, ces chefs d'État commencent à manifester leur désir de voir ailleurs et ils le font très bien parce qu'ils savent qu'il y a d'un côté la puissance militaire russe qui n'est même pas démontrée. C'est une énorme puissance militaire conventionnelle et nucléaire, mais surtout, c'est le plus important, c'est que la Russie est alliée de la Chine. Et quelle puissance économique! On a les deux plus grandes puissances économiques et militaires de la Terre qui ont décidé de tendre les bras à l'Afrique en expliquant qu'ils n'ont jamais été des puissances coloniales, ce qui est vrai. Et donc là, nous avons donc la possibilité pour la part de certains chefs d'État de changer leur position, et ça vient d'être évoqué par Luc Michel. Certains qu'on n'attendait pas ont fini par dire nous ne condamnerons pas les Russes. Bien au contraire, nous acceptons d'aller voir Berlin, nous acceptons de discuter à Berlin, parce que qu'est-ce que nous a rapporté l'Amérique ou la France? Paris, Berlin, enfin Paris, Berlin, Londres, c'était, enfin, je vous dis une bêtise, Paris, Washington et Londres, ça n'a jamais été très très probant, hein, bien au contraire. Il y a toujours eu cette humiliation de dire on va faire une aide au développement. Enfin, aide au développement, ça ne veut rien dire. C'est juste, ça s'appelle de l'endettement, effectivement, de pays qui n'ont aucun instrument pour se développer parce qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire et qu'on a interdit la réussite économique et industrielle. Donc, ces chefs d'État aujourd'hui vont sans doute de plus en plus sortir de l'ornière et d'autres vont s'inquiéter. Je ne vais pas donner de nom de chefs d'État qui sont plutôt liés sur le clan français, mais ceux-là commencent à s'inquiéter parce qu'ils voient bien que la région bouge, que ça va très vite, que l'histoire s'accélère depuis le mois de février et que je pense avec cette arrogance, et là je parlais de l'arrogance tout à l'heure, arrogance naturelle du coq français qui a les pieds dans la bouse mais qui continue à se prendre pour ce qui n'est plus, cet impérialisme de type napoléonien, cette arrogance commence peut-être à baisser d'un ton parce qu'ils se rendent bien compte que ce n'est plus eux qui ont les cartes entre les mains, mais que d'autres personnes peuvent décider enfin de leur propre destin. Les enjeux, tout à l'heure, Luc Michel disait que ces enjeux pour ce sommet à venir seront certainement beaucoup plus grands que le précédent. Alors, environ 4 ans après la première édition de ce forum du partenariat Russie-Afrique, donc Moscou s'active donc pour la deuxième organisation de l'événement. Selon vous, quels sont les possibles et probables enjeux de cette deuxième édition, Gamal Abina? Alors déjà, on va commencer par la sécurité, évidemment, c'est la plus évidente, hein, la sécurité
énergétique, peut-être, parce qu'effectivement, lui a évoqué tout à l'heure, ces fameux OPEP+, 10 États qui sont pétrolifères, oui. On a observé que cette réduction de la quantité de barils sur le territoire mondial, puisqu'on parle du monde maintenant, le village planétaire, c'est un village intégré, et bien quand on réduit la quantité importante de pétrole, il y a un décollage vertical, alors que les cours étaient déjà relativement aisés. Il y a encore 15 jours, ils étaient à 85 $, là on est à 92 $, on va vers les 98 $, si je ne me trompe pas. 98 $, je vous dis une bêtise, la cotation. Ça monte en flèche. Ça signifie qu'effectivement, ces pays-là ont compris la donne. On est dans une configuration qui rappelle un petit peu 73, mais en plus fort encore. Parce qu'en 73, c'est que les pays arabes qui avaient finalement boycotté. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde se met d'accord pour dire nous avons les ressources, nous savons qu'elles sont prioritaires pour l'Occident et qu'ils ne pourront pas faire sans nous, et nous avons un moyen de pression. Donc, au lieu d'augmenter l'approvisionnement en pétrole pour faire baisser les cours du pétrole, ils ne l'ont pas fait. Les pays qui, traditionnellement, comme l'Arabie, par exemple, étaient plutôt alliés sur les États-Unis depuis le pacte Quincy de 1945, eh bien, l'Arabie a décidé de choisir peut-être un autre destin. Et ça donne une idée des enjeux. Et on peut parler donc de sécurité énergétique, c'est une chose, mais pas seulement, hein, sécurité alimentaire. N'oublions jamais que les Russes sont les principaux pourvoyeurs, quand même, non seulement de blé, ça on le savait déjà, mais surtout parce que les Américains sont plus producteurs de blé que les Russes, mais surtout pourvoyeurs d'engrais chimiques. C'est le premier pourvoyeur quasiment au monde d'engrais chimiques transformés. Donc ça vient essentiellement d'Afrique, je parle du phosphate, mais les Russes produisent aussi beaucoup de phosphate chimique et mettent ça à disposition. Preuve en est, ils ont proposé, pour garantir la sécurité des Africains, de livrer 300 000 tonnes. C'est considérable de façon gratuite. C'est-à-dire qu'ils ne le vendent même pas. Ils disent aux Africains, nous vous montrons un vrai geste de volonté, nous vous donnons les moyens des engrais pour que vous puissiez faire une agriculture qui tienne la distance. Et c'est vrai que l'Afrique, actuellement, il y a une petite sécheresse qui existe en Afrique du Nord, peut craindre des problèmes de ce point de vue-là, eh bien, les Russes sont en mesure de répondre à ça. Et l'autre aspect, évidemment, il y a le caractère technologique, mais je rappelle qu'historiquement, quand Nasser, en Égypte, avait demandé à faire construire son haut barrage d'Assouan, il avait été voir les États-Unis qui lui ont claqué la porte au visage, en l'humiliant. Il a dit, puisque c'est comme ça, je vais aller voir les Russes. Il a été voir les Russes et les Russes lui ont construit son barrage du temps de Khrouchtchev, ont participé à la construction du haut barrage d'Assouan qui a garanti effectivement l'approvisionnement de plus de 100 millions de personnes en Égypte. Eh bien, dans le reste de l'Afrique, les Russes sont en mesure de faire des grosses constructions. Ils ont le savoir-faire technologique, ils sont en mesure de répondre à des besoins dont les Africains sont essentiellement, j'ai envie de dire, les besoins primaires. Se nourrir, se loger, la sécurité, le vêtement, tout ça, les Russes savent faire. Donc, ce n'est pas encore de la très haute technologie, ça va arriver, mais ce qui est certain, c'est que la collaboration entre la Russie et l'Afrique va être complémentaire. Afrique Média. Le monde, c'est nous.